Ravi de démarrer cette nouvelle édition des Aliments engagés avec vous. La première édition qui a eu lieu il y a un mois sur le bio local de saison avait été riche d'interventions et d'échanges entre les uns et les autres. Et nous sommes vraiment très heureux de réitérer cette opération sur les emballages plastiques. Doit-on sacrifier notre sécurité alimentaire au zéro plastique que beaucoup de citoyens appellent de leur vœu? Quelques petites règles pour travailler ensemble correctement ce soir. La première, c'est, si vous le voulez bien, c'est de couper vos micros quand vous ne parlez pas pour pas qu'il y ait des bruits de fond. Ça, on commence à avoir l'habitude au bout d'un an. La deuxième, c'est lorsque vous prenez la parole, si c'est possible d'essayer de synthétiser au maximum vos interventions, de façon à ce que là, on a 16 personnes sur la plateforme, 19 maintenant, chacun puisse s'exprimer à un moment ou à un autre de l'heure et demie que nous allons passer ensemble. Et puis, le troisième et très important petit conseil, c'est qu'on n'est pas là pour avoir raison. On est là, en fait, pour s'écouter les uns les autres, pour essayer de comprendre les idées et les points de vue, les opinions des autres. Et donc, on le fait dans le respect de la parole des autres et on essaie n'importe comment. Il n'y a personne à convaincre sur ce plateau. On est tous là pour s'entendre et pour essayer de progresser dans nos opinions. Ce petit préambule étant fait, je vais partager avec vous un quiz. Avant, je voulais présenter toutes les personnes qui sont sur le plateau. Et si vous pouvez juste dire un petit bonjour quand j'annonce votre nom, de façon à ce que tout le monde sache, y compris les personnes qui sont sur Facebook et qui nous regardent, qui est là pour venir discuter. Alors, évidemment, je vais commencer par Emmanuel Vasnext, le président de l'Open Agri-Food. Bonjour. Philippe Noyau, le vice-président de l'Open Agri-Food. Bonjour. Je présenterai aussi Simon, qui est donc responsable de la communication à l'Open Agri-Food et qui va s'occuper de tout le chat du Facebook. Bonjour à tous. Vous avez aussi de l'Open Agri-Food Cindy, qui, elle, va s'occuper de scruter le chat du Zoom, afin, elle aussi, de nous faire part des interventions qu'il pourrait avoir par écrit. Bonjour. Vous avez Camille aussi de l'Open qui, elle, s'occupe de la communication avec Simon et qui va, Bonjour. elle aussi, s'occuper du chat de Facebook. Ensuite, vous avez Corinne Aubry-Lecomte. Bonjour. François Defrétier. Bonjour à tous. Lucille Gérardin. Bonjour à tous. Bertrand Zwiderski. Bonjour. Guillaume Lefort. Bonjour à tous. Mathis. Bonjour. Citoyen engagé. Pierre, citoyen engagé également. Bonjour tout le monde. Barbara, citoyenne engagée. Bonjour. Séverine Jeannot. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alain, citoyen engagé aussi. Et j'ai Eric, j'ai l'IPAD d'Eric, mais il n'y a pas son nom de famille, donc c'est Eric. Oui, oui, bonjour. Bonjour Eric. Eric, est-ce qu'on peut… Oui. Vous êtes… C'est Eric le pêcheur, Florence. Eric le pêcheur, oui. Ah, pardon Eric. Bonjour, Eric le pêcheur, Restocco. Voilà, on a fait le tour de tous les participants. Ah non, et Jean-Marc est aussi citoyen engagé avec nous. Et Jules. Et Jules. Bonjour Jules, qui lui aussi est un citoyen engagé et très engagé puisqu'il représente ici Zéro Plastique. Bien, donc ravi vraiment de tous vous accueillir ce soir pour échanger ensemble. Et je vais tout de suite donner la parole à Simon qui va nous faire un petit quiz
afin de mesurer notre degré de connaissance par rapport au plastique. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont sur Zoom, bonjour à toutes les personnes qui sont sur Facebook. Un grand merci d'être là ce soir. Donc, avant de passer sur le débat des aliments gagés, ce que je vais vous proposer, c'est un petit quiz d'une dizaine de questions qui va nous permettre de revoir quelques notions sur les plastiques, sur les emballages. Donc, ce que je vais vous demander, pour ceux qui sont sur Facebook et sur Zoom, tout le monde peut participer, c'est d'aller sur votre tablette, votre PC ou sur votre smartphone et de noter le lien que vous voyez s'afficher à l'écran qui est joinmyquiz.com/pro. Donc, vous allez avoir également le lien dans le live Facebook. Une fois que vous serez sur cette application, vous tapez le code 839 281 et normalement, vous pourrez participer à ce petit quiz. Donc, je vais attendre qu'il y ait pas mal de participants avant de lancer le quiz. On est une quarantaine pour l'instant sur le live Facebook. Donc, on va attendre qu'il y ait une cinquantaine de personnes qui puissent s'inscrire. Et puis, on va lancer ça quand même assez rapidement. Donc, je vous demanderai juste, très important, de bien couper vos micros pendant le quiz, ça sera plus simple. Petite règle également, il faut savoir qu'il y a peut-être certaines questions où il y a des réponses multiples, de toute façon, ça sera indiqué. Et n'oubliez pas, c'est un concours de rapidité, donc le gagnant sera aussi normalement le plus rapide. Donc là, on a déjà 10 participants. N'hésitez pas, si vous avez des soucis pour vous connecter, nous poser des questions. Donc, je rappelle le lien, joinmyquiz.com/pro. Et donc, le code 839 281. On est 22. Est-ce que toutes les personnes du Zoom ont réussi à se connecter? Si vous n'y arrivez pas, dites-le moi. Non, moi, j'y arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Vous voyez le lien qu'il y a à l'écran? Vous le tapez dans votre barre de recherche Google, en haut, dans le moteur de recherche tout en haut. Et normalement, vous allez arriver sur un lien. Là, ils vont vous demander un code et vous pourrez le taper facilement. J'y arrive pas. Pourtant, il y a marqué quiz. Non, mais c'est pas grave. Vous le ferez de tête. De toute façon, c'est juste pour avoir quelques notions. Donc également, les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas si vous avez du mal. On va attendre encore une petite minute, après on va lancer pour ne pas perdre trop de temps non plus. Encore des gens qui viennent se connecter, 33. Florence, est-ce qu'on peut y aller? Oui, on va y aller, les gens nous rejoindront. Oui, ils pourront nous rejoindre. Et sinon, vous pouvez les faire de tête de toute façon. Encore des gens qui s'ajoutent, 35. Allez, c'est parti. Donc, 10 questions sur les plastiques et les emballages. C'est parti. Donc, première question. En moyenne, combien de kilos d'emballage ménager chaque Français jette-t-il dans sa poubelle? N'oubliez pas, c'est la rapidité qui compte également. Vous avez une vingtaine de secondes pour répondre. On va avoir un premier leader du classement, c'est Pierre Varlet qui gagne pour l'instant. Et donc, la réponse, c'est bien 90 kg, qui est un chiffre quand même assez important. Question numéro 2. Vrai ou faux? Pour fabriquer une tonne de verre, il faut environ 700 kg de sable, 200 kg de calcaire et 300 kg d'autres matières premières minérales. Et donc, la réponse, c'était vrai. En fait, il faut savoir que tous ces ingrédients se trouvent en quantité dans la nature. À l'inverse, le plastique, lui, est un dérivé du pétrole et donc qui est une matière première fossile. Donc, encore un élément qui va être, à mon avis, clé pour notre débat de tout à l'heure. Question numéro 3.
le plastique est-il plus cher que le verre? Normalement, c'est assez facile. Et donc, non, le verre qui pourtant se positionne comme un emballage vert coûte plus cher que le plastique, justement. Donc, voilà. On va passer à la question numéro 4. Les plastiques biodégradables se dégradent-ils dans les décharges en 15 jours? Plus que ça. Ça dépend du plastique, ça m'étonnerait. Plus que ça. Alors, c'est faux. Le plastique biodégradable est un plastique très particulier qui est créé pour se dégrader rapidement, certes, mais dans les décharges, les conditions ne sont pas réunies pour que ça puisse se faire, tout simplement. Question numéro 5. Quel est le nom du composant présent dans de nombreux plastiques qui est suspecté de perturber le système hormonal de l'être humain? Polyphénol. N'hésitez pas à répondre rapidement, même si vous hésitez, ça fera aller le questionnaire un peu plus rapidement. Donc, ce composé, c'est le bisphénol A. Question suivante. Vrai ou faux, le bilan carbone du plastique est 2 fois supérieur à celui du verre? Eh bien, c'est faux. Il faut savoir qu'une bouteille de litre en verre génère au cours de son cycle 345 grammes de CO2 contre 129 grammes pour une bouteille en plastique. Voilà, c'est un chiffre très intéressant. Et donc, c'est Mathis qui prend la tête. Question numéro 7. Combien de pourcents l'emballage plastique représente-t-il au sein du marché de l'emballage? Bon, 60%. 60. L'emballage plastique représente 35% du marché total de l'emballage. Ah, il y a une lutte acharnée en tête. On va passer à la question numéro 8. Combien de temps faut-il au plastique pour se dégrader dans la mer? Et donc, n'oubliez pas de couper vos micros, hein, surtout n'oubliez pas. Et donc, il faut 450 ans au plastique pour se dégrader. Donc, c'est vraiment un chiffre assez éloquent. Et donc, c'est vraiment une problématique très, très importante.
Les deux dernières questions, sur les emballages cette fois. Pour conserver les fruits et légumes, que faut-il privilégier? Vous n'avez qu'une réponse possible. Et donc, pour les fruits et les légumes, bien sûr, il faut privilégier le film étirable, tout simplement parce que si vous prenez du papier aluminium, il va s'oxyder avec notamment l'acide contenu dans les fruits, et donc ça va dégrader la qualité du matériau, et donc forcément, ça va moins bien se conserver. Donc, ça prouve aussi que le plastique a aussi une utilité, même si aujourd'hui, on va voir pourquoi il pourrait être intéressant de le réduire. Et donc, dernière question pour savoir qui sera le grand gagnant de ce petit quiz. Et donc là, on va vous demander de savoir, parmi ces 4 produits que vous voyez, lesquels contiennent du plastique. Je vous rappelle que vous avez plusieurs choix possibles. Faites attention, il y a un piège. Plus de temps pour répondre, là, je pense que c'est une question qui, à mon avis, pose problème. Et donc, la réponse, c'est que le plastique est partout. Le plastique se retrouve dans ces 4 produits. Il faut savoir que dans les sachets de thé, notamment, on retrouve également du plastique. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Bravo à Mathis qui a gagné ce petit quiz. Donc, je vous remercie pour avoir participé. Je vais redonner la parole à Florence qui va continuer ce débat. Donc, merci Simon de nous avoir proposé ce quiz très vivant et qui nous apporte quelques informations. On va maintenant regarder très rapidement, il y en a pour 1 minute, 2 petits films sur les plastiques, enfin sur les emballages. Et ensuite, la parole sera à vous. J'ai un petit souci technique qui va s'arranger tout de suite. Je vais le passer je vais pas le passer en plein écran parce que ça saute. On y va. Ça, c'est du plastique. Les bouteilles de lait, c'est du plastique. On n'a pas le choix. Si vous me trouvez quelque chose d'emballé dans autre chose que du plastique, je le prendrai. Des plastiques à usage unique qui seront totalement interdits en 2040, selon la loi votée en début de semaine. Sont concernés des milliers de produits, emballages ou flacons. Par exemple, ces bouteilles d'eau, de shampoing ou ces pots de compote. Une interdiction problématique selon les fabricants français d'emballages plastiques. Pour la majorité des emballages, il n'y a pas d'autre solution. Imaginez de remplacer cet emballage-là par un emballage en verre. Vous imaginez le poids que vous aurez, la difficulté, plus ça peut se casser. On n'est plus du tout sur le même objet de la vie quotidienne. Pourtant, se passer d'emballage plastique est déjà possible, selon ces consommateurs qui font leurs courses dans cette épicerie de produits en vrac. Donc là, en fait, on a des shampoings solides, on a différents types de shampoings en fonction de la nature des cheveux. Même pour les produits d'hygiène. Ce shampoing-là, il n'y a pas d'emballage, donc c'est vrai que c'est pratique. Et puis en plus, l'emballage, c'est vite qu'après je dois le jeter ou je sais pas quoi en faire. Donc voilà, c'est ce que je recherche moi. Les bocaux en verre, on en produit énormément parce que moi j'ai des enfants, donc on mange de la compote, etc. Au lieu de les mettre au tri, on les réutilise. Ça se lave quand même très facilement. Chaque année, sur les 5 millions de tonnes de plastique consommées en France, 3,5 millions deviennent des déchets. Donc là, on nous parlait beaucoup du vrac. Une autre option pour gérer le plastique,
Je suis Sophie Nguyen, responsable développement chez Citeo, l'éco-organisme en charge de la collecte, du tri et du recyclage des emballages ménagers et des papiers, le bac jaune. Alors la position de Citeo par rapport aux emballages plastiques, elle est la même que vis-à-vis de tous les autres emballages. Notre mission, c'est de pouvoir permettre aux metteurs en marché, donc qui mettent sur le marché tous ces emballages, de garantir une fin de vie responsable. Et dans le meilleur des cas, de garantir une fin de vie qui s'intègre dans l'économie circulaire. Alors, quelle solution pour les industriels? Le premier levier, c'est ce que nous, on appelle la prévention. Réduire la quantité d'emballage mis sur le marché. Alors, ça paraît évident, mais en fait, souvent, on ne s'est pas posé la question de est-ce que tous mes éléments d'emballage sont nécessaires ou est-ce que je ne peux pas en retirer un? Le meilleur exemple, c'est le cavalier autour des yaourts par 4, qui était le standard du marché et qui aujourd'hui ont complètement disparu. Le deuxième levier, c'est la recyclabilité. Comment est-ce que je peux m'assurer que en fin de vie, mon emballage sera bien recyclé dans une filière nationale? Et pour ça, on a un outil en ligne qui s'appelle Tri et qui vous permet de tester la recyclabilité de votre emballage. Le troisième levier, c'est la sensibilisation des citoyens. Puisque pour qu'un emballage soit recyclé, il faut qu'il soit collecté. Et pour qu'il soit collecté, il faut qu'il se retrouve dans le bon bac. Donc on fait régulièrement des campagnes nationales pour engager le geste citoyen. Puis le dernier levier, c'est ce que nous on appelle les extensions de consignes de tri. En fait, on a simplifié le geste de tri des consommateurs. D'ici 2022, l'intégralité du territoire français sera concernée. Là, pour l'instant, c'est que 25%. Le consommateur pourra mettre l'intégralité de ses emballages dans le bac jaune pour simplifier son geste, qu'il n'ait plus de questions à se poser. Et puis pour nous, être sûr qu'on récupère toute la matière. Et en récupérant toute la matière, ça nous permet de développer des filières de recyclage. Bien. Voilà donc 2 petits films pour lancer le débat. Et juste, puisque ça va être la première question du débat, pensez-vous que l'objectif zéro plastique peut être atteint en 2040 ? Merci de répondre très rapidement au sondage pour qu'ensuite on démarre. Il manque encore 2 personnes pour voter. On va partager les résultats. Donc, très clairement, vous ne pensez pas qu'on puisse atteindre l'ambition zéro plastique en 2040. Vous êtes beaucoup plus nombreux, 14 par rapport à 4 personnes qui ont voté oui. Eh bien, la parole maintenant est à vous. Dites-nous pourquoi vous ne pensez pas qu'on atteindra cet objectif et quels devraient être les leviers à actionner pour l'atteindre. Qui veut prendre la parole en premier? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Si je peux me permettre. Sur 2040, je pense qu'en fait, moi, j'ai mis que c'était possible. Je pense même que c'est un petit peu trop tard. Parce que d'ici 2040, c'est pas loin de 2000 milliards de produits plastiques qu'on aura mis sur le marché en plus en France, vu qu'on en consomme 100 milliards par an. En revanche, pour l'instant, on ne se donne pas forcément les moyens, parce qu'il y a eu la loi AGEC, parce que c'est l'objectif. Donc, comment on peut le faire? Ça, c'est surtout la question, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler de zéro plastique, mais c'est surtout pour tout ce qui va être emballage à usage unique et produits jetables. Et en fait, il y a des solutions pour presque tout, il y a des alternatives. Quand on va dans les grandes surfaces, moi, j'arrive maintenant à réduire de 90%. Donc, je pense qu'on peut y aller, mais il ne faut pas être trop radical, parce que sinon, on va perdre des gens dans le combat. Donc, en fait, il faut y aller étape par étape, déjà en tant que consommateur, mais après, il faut que les marques et la grande distribution nous aident. Parce qu'en fait, il y a une volonté des consommateurs, et derrière, on sait que les marques, moi, à mon échelle, si je réduis ma consommation, je vais réduire de 4 ou 5 produits par jour. En revanche, si une marque elle réduit la consommation de plastique sur un produit de marque de distributeur, ça va être des millions de produits chaque jour. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est en fait en le faisant tous ensemble. Merci beaucoup, Jules, pour cette intervention. Donc, Jules, qui fait partie c'est un collectif, c'est une association zéro plastique. Un collectif et qui sera un fonds de dotation.
Donc un peu un hybride entre fondation et association. Merci pour cette intervention. Est-ce que peut-être quelqu'un de la grande distribution voudrait rebondir sur le sujet? Vous êtes nombreux, vous êtes 3, peut-être l'un des 3. Corinne, je viens évoquer le point de vue de la grande distribution qui est avant tout de garantir la sécurité et l'inviolabilité et l'intégrité des produits qui arrivent dans nos rayons et qui sont donc proposés à nos consommateurs. Donc effectivement, moi je suis de sensibilité très écologique, donc je suis très favorable à des orientations visant à réduire le plastique, c'est sûr, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est pas possible en claquant des doigts. Je ne sais pas s'il faudra 20 ans ou un peu plus pour y arriver. En tout cas, les tendances qu'on met tous collectivement en place vont dans ce sens, dans la mesure où, en tout cas chez nous, on cherche à avoir des plastiques soit plus durables, c'est-à-dire qui sont issus de recyclage et qui sont faciles à trier, soit on utilise des matériaux alternatifs. Donc, je pense qu'il n'y aura pas du jour au lendemain un coup de baguette magique où on va supprimer le plastique. Par contre, on va mettre en place des initiatives collectives. Je parle au nom de Casino, mais on est tous dans le même bain. Et là, la distribution fait collectivement un gros travail parce qu'elle fait sa part. Mais on fait un travail pour aller dans le bon sens. Par contre, dire qu'on va tout enlever, techniquement, ce sera très compliqué. Et derrière, il y a énormément de choses à bouger, que ce soit des emplois à reconvertir ou des lignes de production à revoir. Merci beaucoup, merci. Bertrand, est-ce que tu veux rebondir? Il n'y a pas ton micro. On t'entend pas. Le micro, pardon. Non, oui, enfin, on est devant un défi, un vrai défi. Est-ce qu'on va supprimer le plastique? Est-ce que l'idée, c'est de supprimer le plastique? Non. Est-ce que l'idée, c'est de faire que le plastique soit recyclable? Oui. Est-ce que l'idée, c'est de réduire et de supprimer le plastique à usage unique? Oui. Est-ce qu'un ordinateur aura du plastique? Oui. Est-ce qu'une gourde pourra être en plastique? Oui. Par contre, est-ce qu'on tolérera d'avoir 4 pommes dans un emballage plastique? Non. En fait, c'est pas aussi dogmatique. C'est pas aussi dogmatique. Par contre, ce sur quoi vaut tendre, l'utopie sur laquelle il faut tendre, c'est que quand je rentre de faire mes courses, j'ai pas cet amoncellement de plastique que j'élimine tout de suite. Ça, c'est ça sur quoi il faut tendre. Mais par contre, il y aura toujours une présence du plastique. Par contre, il va y avoir une sélection des résines. Il va y avoir une sélection des résines, les résines qui peuvent être recyclées, donc les résines qui sont recyclables, qui peuvent être recyclées. Il va y avoir dans les résines des résines qui vont contenir de la matière recyclée, ce qui va permettre de créer une économie circulaire, une vraie économie circulaire dans laquelle la résine qui va être recyclée redeviendra une résine pour réutilisation. C'est ça le monde sur lequel il faut tendre. Je pense que pour engager une discussion sur le plastique, il faut se dire dans 10 ans, et si je parle de la consommation, là dans la distribution, moi je connais que ça, dans 10 ans, à quoi ressemblera un magasin? À quoi ça ressemblera? À quoi? Et quand on est consommateur, je suis aussi les deux, quand on est un consommateur dans 10 ans, quelle est l'expérience de consommation que l'on veut avoir? Merci. Moi, il y a des choses sur lesquelles il y a des acquis qui sont difficiles la conservation des produits, ce sera difficile à supprimer. Une bouteille de lait, ce sera difficile à supprimer. Il y a des challenges. Un de mes derniers challenges, mais je vois que tu veux reprendre la parole, pas de souci. Une 4 betteraves rouges pré-cuites, j'ai pas trouvé et je sais pas faire. Merci beaucoup Bertrand. Je vois Barbara et Mathis qui hochent de la tête. Dans quel sens? La parole. Je sais pas l'un des 3. Je laisse Barbara. Allez, en premier. Allez, Barbara, va. Allons-y. Non, mais je rejoins totalement Bertrand. C'est vrai que la problématique du plastique, c'est à plusieurs niveaux. Dire qu'on aura 0 plastique, c'est une illusion absolue. Tendre vers du plastique uniquement recyclable, oui, bien sûr. Limiter le suremballage, là, je crois que la question se pose même plus. Il faut
finir d'y aller, parce qu'en fait, on y va déjà. Et le vrac, ça peut être une solution, mais une solution ponctuelle sur certaines choses. Il y a des produits sans plastique. Après, on parle du plastique qui emballe les aliments, mais c'est presque, enfin moi je le vois, je le considère comme ça, c'est presque une goutte d'eau comparé à l'ensemble du plastique qui est utilisé au quotidien. Je veux dire, bah oui, comme disait Bertrand, je suis assis devant mon ordinateur, je suis désolée, il y a du plastique partout. Dehors, vous en avez partout. Moi, j'ai essayé de réduire mes poubelles. Donc, c'est vrai qu'il ne me reste plus que ce fameux emballage là, des produits quand vous achetez. Tout le reste, bah, c'est vrac ou alors les fruits et légumes dans les sachets, papier, tout ça, ça va bien. Mais tout bête, vous faites votre nettoyage de printemps quand vous rangez votre jardin. Hein, bah, les pots où il y avait la jolie petite fleur, l'arrosoir qui est cassé, ou alors, bah, pareil, le bac à fleurs ou autre, tout ça, c'est du plastique. C'est énormément de plastique. Vous allez faire un tour dans une déchetterie, c'est énorme tout ce qu'il y a comme plastique de jeté. Donc, zéro plastique, non, mais allons vers des plastiques 100% recyclables et qui soient surtout collectés, parce que le vrai problème, c'est ça aujourd'hui. On ne peut pas demander aux gens de trier quand ensuite, derrière, c'est mal collecté et pas du tout revalorisé. Merci beaucoup, Barbara. Merci. Peut-être François veut-il réagir, François qui travaille dans une entreprise qui fait du plastique. Alors, oui, qui fabrique des emballages en plastique, effectivement. Ce qui n'est pas facile en ce moment. Hein. Mais peut-être rappeler que effectivement le plastique, c'est partout, que la consommation mondiale de pétrole, que la part du plastique, tout compris, hein, donc pas que dans l'emballage, c'est 4% de pétrole. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que le bilan carbone, il n'est pas si mauvais sur le plastique, parce qu'en fait, il est peu consommateur par rapport à la consommation mondiale. Tout à l'heure, il y avait une réflexion qui était de dire, oh, 90 kilos, c'est énorme, mais ça représente combien de pleins de voitures? C'est peut-être en équivalent 3 pleins de voitures. Donc, la grande partie de pétrole qu'on utilise, on l'utilise pour se déplacer, pour faire de l'énergie, de l'électricité et pour se chauffer. Donc, sur la partie pétrole, même quand on aura supprimé tous les emballages, et ce qui paraît peu probable, on aura peut-être réduit de 2% notre consommation mondiale de pétrole. Ce n'est pas forcément le sujet. Après, c'est pas grand-chose. Je voulais rebondir aussi en disant remplacer le plastique, oui, mais par quoi? C'est-à-dire que la guerre des emballages, finalement, elle n'a jamais eu lieu d'un point de vue, est-ce qu'une analyse de cycle de vie est meilleure sur le verre ou sur le plastique, par exemple? Eh ben, on se tient beaucoup, en fait, parce qu'on a du plus ou du moins. Le verre, c'est quand même 2000 degrés, donc c'est énormément d'énergie et donc de pétrole pour le fondre. Voilà, c'est par quoi on va remplacer le plastique? C'est une grande question également. Et est-ce que ça peut être réutilisé quand même? Et fois si on mettait en route les consignes en verre, on pourrait réutiliser le verre 50 ou 100 fois, et du coup, là, le bilan serait bien meilleur. Oui, tu sortirais plus de chez toi parce qu'il y aurait des camions sur la route à la queue leu. Hein. Oui, il y aurait beaucoup de camions. Faire l'ensemble des liquides en verre, c'est juste impossible. Donc, c'est… Pourquoi? Parce que les consignes dans un camion aujourd'hui de verre, tu mets 30 000 bouteilles de verre. Et donc, cette bouteille de verre, si tu transformes aujourd'hui ce qui est transformé en liquide, tu as des camions à la queue leu et tu ne sortiras plus de chez toi. Et le bilan carbone, il est juste horrible. Donc, le problème, c'est qu'on est dans une équation. Et aujourd'hui, le meilleur emballage, c'est l'emballage qui n'existe pas. C'est l'emballage qu'on ne fait pas au travers de ça. Et là, on est dans une équation qui, effectivement, est un compromis entre, et je pense que tout le monde a dit des choses très, très vraies. Le premier levier, c'est la sécurité alimentaire. Le deuxième, ensuite, et je trouve qu'il y a une loi qui est extrêmement intéressante, qui est la loi des 3 R. Comment je supprime tout ce qui ne sert à rien, ce que j'appelle, moi, l'emballage marketing, qui est ridicule et qu'on jette. Deuxièmement, comment je réduis, et il est vrai qu'il y a des erreurs qui ont été commises pour des fois gagner quelques jours de vie, on complexifie effectivement les emballages. Et troisièmement, comment on fait appel à la responsabilité citoyenne parce qu'il y a une responsabilité étendue aujourd'hui pour le metteur en marché, on a oublié la responsabilité citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui les consommateurs nous aident pour mettre les bons produits dans les mêmes poubelles pour qu'on soit capable de les recycler. Et aujourd'hui, il y a des véritables solutions qui s'inscrivent autour de ça. Et c'est tout l'enjeu du projet 3R et du projet AGEC.
Merci Florence. Emmanuel. Je crois que Simon a, exactement. plusieurs questions et réactions dans le chat. J'ai beaucoup de réactions dans le chat. J'ai notamment Mylène qui pose la question. J'aimerais savoir pourquoi une infime partie de nos déchets triés partent en centre de tri pour être recyclés. Est-ce par manque de moyens ou de structure? Est-ce que quelqu'un peut y répondre? Moi, je peux donner un élément. Je pense que, d'abord, le déchet, je pense que faut appeler un chat. C'est que d'une part, c'est pas si vieux que ça qu'on a pris conscience effectivement de l'impact qu'on avait à titre individuel sur l'environnement, sur les déchets, etc. Donc là, il y a tout un travail qui d'ailleurs aujourd'hui pour moi n'est pas abouti sur l'éducation et sur la compréhension en fait finalement qu'on a, ce qu'on a pu voir dans les reportages et ce qu'on a pu dire. Deuxièmement, et je pense que c'est en train d'évoluer, le déchet a une valeur. C'est-à-dire que globalement, demain, ça va être une source d'approvisionnement de matières premières, pas que d'ailleurs pour le plastique, pour le carton aussi, en termes d'évolution. Et vous l'avez vu, c'est des choses qui sont quand même aujourd'hui tenues par un certain nombre de grosses sociétés qui d'ailleurs sont en train de se regrouper. Il y a aussi tout l'impact qu'il y a sur les collectivités locales. Donc, on est devant quelque chose qui a une véritable raison, qui est exceptionnelle et extraordinaire, c'est comment finalement on a moins d'impact sur l'environnement global. Et puis après, il y a des enjeux financiers, économiques, techniques, investissements, etc., qu'il faut arriver à concilier. Et pour prendre un exemple que Bertrand ou Corinne connaissent bien, qui est sur le lait, par exemple, on travaille sur la bouteille de lait avec François, qui va être 100% recyclé, et on va faire des annonces dans le courant de cette année. Aujourd'hui, notre premier problème, c'est de trouver de la matière première recyclée. C'est notre premier problème. Ce n'est même pas une question de coût, etc. Aujourd'hui, les structures qui nous permettent d'amener de la matière pour fabriquer des emballages, on n'arrive pas à les trouver. C'est quand même incroyable. Merci beaucoup, Emmanuel. Sophie veut intervenir. Oui, merci Florence. Je voulais juste faire part, entre guillemets, d'un témoignage personnel. Je tiens à dire que j'ai voté oui au zéro plastique en 2040 et j'ai changé mon vote. Et je propose un oui au zéro plastique à usage unique en 2040. Très bien, très bien. Je me suis rendu compte du niveau de plastique qu'on utilise premièrement en faisant partie d'un zéro plastique dans la ville où je vis. Donc, tu as mentionné que Jules Wagner était un représentant. Donc, c'est vrai que ça nous a sensibilisés à tout le plastique qu'on trouve par terre, hors des poubelles et autres déchets. Enfin, vraiment, j'ai été un peu choquée. Et également je vous fais part ma visite à la déchetterie la semaine dernière pour la première fois de ma vie. J'ai été abasourdie. Donc, l'idée aussi que je positionne, moi, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de créer du besoin au niveau du plastique? Je trouve que ça rejoint un peu avec le sujet qu'on a eu la dernière fois sur manger local ou ces choses-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger ces produits qui contiennent du plastique? Je pense par exemple à monsieur Bertrand qui avait mentionné 4 pommes dans un plastique. Sur le même sujet, des ananas précoupés, des légumes précoupés. Le problème, c'est que ça existe dans les magasins et qu'on crée le besoin. Parce que moi, personnellement, quand je vais dans le magasin, j'en ai pas envie. Mais je vois une courgette qui a déjà été découpée, et ben forcément, ça crée un besoin. Et donc, il y a aussi, je pense, quelque chose à faire sur est-ce qu'on a vraiment besoin de créer ce besoin-là? Et ça réduirait, je pense, énormément d'emballage. Merci beaucoup. Est-ce que la personne de chez Lidl veut réagir par rapport à la création de besoins et des emballages? Oui, c'est moi. Voilà. Lucille, pardon. Je prends le relais de Jean-Baptiste comme voilà, les emballages et principalement le plastique, c'est mon grand sujet chez Lidl. J'ai notamment tout ce qui est responsabilité de la stratégie emballage dans l'enseigne. Donc, c'est vrai que nous, sur les emballages, ça fait 2 ans, hein, clairement un peu plus de 2 ans qu'on travaille dessus de manière assez intense. Il y a toute une équipe technique qui est dédiée à ce sujet-là. Et en fait, c'est vrai qu'au moment de la création du produit, maintenant, la question de l'emballage, on l'intègre en fait dès la création du produit. Donc, c'est-à-dire que les acheteurs
quand ils pensent à développer un produit, nous, on les accompagne. Il y a un process qui est mis en place à chaque fois pour justement interroger la pertinence de l'emballage, interroger la pertinence de la matière. On préconise justement, on dit souvent, voilà, l'emballage recyclable. Nous, on a un objectif de 100% d'emballage recyclable à horizon 2025. Donc, finalement, ça, c'est des questions qui rentrent toujours en compte lorsqu'on développe un produit. Donc maintenant, c'est vraiment, je pense que c'est la même chose dans d'autres enseignes, mais voilà, ces questions d'emballage, elles s'intègrent vraiment dès le départ. Et après, j'ai juste envie de vous demander, excusez-moi Lucille, mais est-ce que vous vendez des ananas prédécoupés dans des barquettes en plastique? Alors, ce qu'on appelle de la fraîche découpe, alors non, on n'en a pas, honnêtement, on n'en a pas chez Lidl. Chez Lidl, on a un modèle stratégique qui est assez réduit, qui est plutôt sur un besoin, un produit. On n'a pas, voilà, on va avoir une typologie de saucisson, une typologie de jambon. Je n'exclus pas les développements de produits, hein, je ne vais pas me positionner là-dessus, mais voilà, en fait, notre assortiment réduit fait que déjà notre modèle stratégique fait que la pensée produit et la pensée besoin du consommateur est très présente chez nous. Après, j'aurais juste aussi peut-être aimé rebondir sur certains points. On parle beaucoup, on parle du distributeur, on a parlé de l'emballeur, mais en fait, je pense que la pensée de l'emballage, il faut vraiment le voir d'une manière un peu plus globale et plus holistique. On parle de la fin de vie, on parle du début de vie, on parle du verre, de la consommation carbone, etc. Et je pense que vraiment, il faut considérer la vie d'un emballage, qu'il soit en verre ou qu'il soit en plastique, du sourcing de la matière à la fin de vie. On voit beaucoup de produits type home compost ou tout ça, d'emballage biosourcé qui se développent aussi, mais quid de la fin de vie, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment une vision qu'il faut avoir sur toute la linéarité et la circularité de l'emballage. Merci, et surtout, Lucille. Pour penser l'emballage, voilà, d'une manière globale du consommateur au producteur. Merci beaucoup. Je vois deux mains levées, Eric et Mathis. On donne la parole rapidement à Eric et puis après, derrière, Mathis prendra la parole. Si vous pouvez essayer d'être le plus concis possible pour qu'on arrive à tous s'exprimer d'ici la fin de la réunion, ça serait super. Eric, on t'écoute. Oui, moi évidemment, je suis assez pour éliminer tout le plastique et en restauration, c'est plutôt bien parti hein, avec des objectifs déjà bien ciblés. Moi, je pense que le vrai travail, ce serait évidemment de convenir de l'idée qu'un industriel doit faire de l'économie circulaire dès le départ. Il faudrait peut-être l'imposer, hein, on peut être utopique et rêver, donc imposer que tout produit créé ait derrière une économie circulaire conçue, fabriquée. Et sinon, il ne pourrait pas rentrer sur le marché, mais évidemment, encore une fois, c'est un marché mondial. Il faut créer la filière, ça a été dit. La filière, il faut la créer de toutes pièces. Elle n'est pas suffisamment complète. Et puis derrière, il y a un prix aussi évidemment à gérer, hein, parce qu'il y a un prix d'accès. Et là, probablement, il faut accompagner tous les acteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter, parce que parfois, quand on retire le plastique, les prix qui sont proposés sont évidemment un peu plus élevés. Nous, en restauration aujourd'hui, par exemple, sur les plats emportés, on fait du verre. Donc du verre qui est sous forme consigne. Ils nous ramènent les bocaux de verre pour les salades composées à manger et on les relave. Alors évidemment, il y a de l'eau. Hein, c'est pas neutre non plus totalement, mais c'est vrai que si on aura dans cette pratique moins de plastique dans les eaux ou dans la mer, puisque ce sera du verre. Mais c'est vrai que je reviens avec ce que tu disais. Nous, effectivement, à partir du moment où c'est lavé, c'est pas réchauffé, c'est pas refondu, c'est pas donc ça a plutôt c'est plutôt pas mal, sachant que dès lors qu'on nous livre des boissons, et c'est ce qui se faisait avant, hein, on nous livrait des boissons, on reprenait, le camion ne repartait jamais à vide, il reprenait les consignes et c'était des échanges. Donc je ne dis pas que c'est parfait, mais je trouvais ce principe, alors il faudrait peut-être calculer l'empreinte écologique là-dessus, mais je trouvais que c'était un bon concept, c'était plus compliqué à gérer évidemment, mais c'était intéressant. Donc voilà. Ça répond un peu à ce que disait Emmanuel sur la consigne, non? Oui, Emmanuel considérait peut-être que ce n'était pas aussi vertueux que cela. Moi, je n'ai pas la vision totale de la chaîne de fabrication, mais je trouvais que c'était un bon concept, puisque la bouteille était non pas refondue, mais réutilisée.
Voilà. Après, évidemment, le camion devait repartir avec des consignes. S'il faut recréer encore une chaîne de distribution et d'approvisionnement, là, effectivement, trop de camions tue le camion, mais et on a déjà suffisamment de mal à se déplacer sur Paris. Donc, c'est évidemment complexe. Mais quand c'est un retour, alors que le camion pourrait repartir à vide, il repart à plein. Bon, moi, ça me semble plutôt intéressant. Donc, D'accord, oui, merci Eric. oui pour Merci le plastique, beaucoup. non pour le plastique, et c'est bien parti, en tout cas en restauration collective. Merci. Mathis? Merci. Bah, du coup, oui, enfin, la question, c'est aussi, est-ce qu'on, enfin, là, on se pose la question, c'est est-ce qu'on arrivera à interdire le plastique, alors que, enfin, ce qu'il faut, la question qu'on doit se poser, c'est plutôt, enfin, pourquoi il faut l'interdire? C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que d'ici 2050, on prévoit qu'on aura plus de plastique dans les océans que de poissons, donc forcément, c'est une urgence. Donc, il faut vraiment avoir cette urgence écologique, notamment avec tout l'impact sur la biodiversité, pour pouvoir agir, en fait. Et donc, je vais faire une remarque qui va peut-être pas plaire aux industriels et aux grandes surfaces, mais le problème, c'est aussi le système économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que on a toujours fait sans plastique, on s'est toujours débrouillé pour pouvoir manger sans emballage jetable. Et là, ça fait à peine quelques dizaines d'années qu'en fait, on nous a mis ça en tête, qu'en fait, on ne pouvait plus se passer de plastique. Donc, c'est surtout de changer de système qu'il faut. Donc, forcément, les industriels ne seront pas trop contents, mais ça rejoint aussi ce dont on discutait la dernière fois, c'est-à-dire que si on revient sur un modèle un peu plus local aussi, forcément, on réduit les emballages parce qu'on nous pose la problématique de l'emballage pour pouvoir conserver le produit comme il est souvent transporté. Mais si on achète le produit directement localement, même si on ne peut pas acheter tous les produits localement, en fait, on réduit d'office les emballages. Et il y a aussi beaucoup de solutions qui ont été mises en place du coup avant qu'on ait tous plastique. On parlait de la consigne, par exemple, quand je demande à mes parents, à mes grands-parents, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup plus de consignes et puis ils arrivaient à faire sans plastique, en fait. Et donc, si on a réussi à faire sans plastique pendant des centaines d'années, même si les problématiques aujourd'hui sont un peu différentes, mais on peut tout à fait le refaire encore maintenant. C'est sûr que ça va demander énormément d'efforts, mais derrière, il faut penser à l'objectif, il faut penser à la situation. Les efforts, on est obligé de les faire. Et puis, voilà, il faut qu'on se lance. Donc, forcément, il y a plein de problématiques. Les lobbies du plastique aussi, enfin, qui ne sont pas contents parce que forcément, elles vont perdre des parts du marché. Ou bien les industriels qui, forcément, comme l'a dit Manuel Vasnex, quand on enlève l'emballage, on enlève le marketing. Donc, pour beaucoup aussi, je pense que c'est ça qui pose problème. Mais voilà, on est face à une urgence, à la 6e extinction de masse de la biodiversité, notamment aussi causée par le plastique. Donc, on doit agir de façon forte et de façon urgente. Et donc, il faut se donner les moyens de le faire. Merci beaucoup. Je peux me permettre d'intervenir. Oui. Mais en effet, on va y arriver, Mathis, on va y arriver. Mais il faut. Moi, j'ai 45 ans, donc je ne suis pas si vieux que ça. La consigne, je ne sais pas si j'ai connu, mais il faut voir que tout ce qui a été fait depuis les années 70, c'est pour rendre les choses plus pratiques, en fait. L'idée, c'est pas de se dire, tiens, on va mettre du plastique, on va emmerder le monde, on va mettre du plastique, etc. Je pense que ce qui a été fait par nos parents, etc., c'est d'avoir quelque chose de plus en plus pratique. Moi, je me souviens que mes parents étaient tout fiers d'avoir des plats cuisinés à mettre dans le micro-ondes. C'était un truc de dingue. Maintenant, moi, je fais tout pour jamais faire ça. Il y a eu une recherche de praticité, il y a eu des produits qui se sont développés. Par exemple, je sais pas, moi j'ai donné à mes enfants des compotes, des pommes-potes, quoi, des pommes-potes dans des gourdes, en fait, parce que c'était hyper pratique. Avant, on n'en mangeait jamais des compotes. Les biscuits, comme on a voulu les mettre dans les goûters, on les a mis dans les sacs plastiques. En fait, c'est plutôt une évolution des modes de consommation en combinaison avec le plastique. Et d'un seul coup, on s'est dit, non, mais le plastique, c'est pas possible. Et là, on est en train de. C'est comme s'il y avait eu 40 ans d'évolution, et nous, on a 5 ans pour tout changer. Mais Mathis, je veux juste l'illustration, elle est bonne de votre intervention. C'est que, en fait, c'est le consommateur, c'est avec le consommateur qu'on doit faire. En fait, l'évolution du monde que l'on a créé, elle a été faite avec le consommateur. Vous savez, par du marketing, ouais, les pitchs, c'est bien, on va les emmener, etc., etc. Donc maintenant, l'évolution qu'on a à faire pour le supprimer, elle doit se faire aussi avec le consommateur. C'est ça la grosse difficulté. Elle doit se faire avec le consommateur. Mais on s'est bien habitué quand même. On s'est bien habitué. Il y a Eric qui met beaucoup de commentaires et je voudrais revenir parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça rejoint un autre sujet. Je pense que, je vous assure, parce que je gère aussi la commission développement durable au niveau des industries agroalimentaires, je pense qu'il y en a toujours, mais il n'y a plus de débat aujourd'hui. Les gens sont complètement
convaincu qu'il y a une nécessité, une urgence à évoluer, d'ailleurs pas que sur le plastique, hein, sur l'enjeu climatique au travers de ça. Ensuite, quand Eric met, de toute façon, au final, c'est le consommateur qui paye, je pense que ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est une vraie question et un vrai risque. Pourquoi la question? Parce que aujourd'hui, on a des problématiques effectivement de coûts, on a des problématiques énormes de développement, et je pense qu'à des moments, on ne pose pas la bonne question, parce que tous les circuits dont a parlé Mathis, qui sont des circuits extrêmement vertueux, circuits courts, etc., je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est de le développer. On l'a vu cette année avec la crise Covid. Regardez les fraises. Les fraises, on a dit, il faut consommer des fraises françaises. On arrivait à 3 € du kilo de fraises françaises. Et on a dit, on va tous consommer de la fraise française, d'ailleurs, y compris au mois de décembre, où il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais. Sauf qu'à un moment, les fraises espagnoles, elles sont arrivées à 1,50 €. Et là, c'est marrant, on n'a plus consommé de fraises françaises, on a consommé des fraises espagnoles. Et donc, le risque, il est que demain, on ne veuille plus d'emballage plastique, on ne veuille plus d'une certaine forme, d'ailleurs pas que sur l'emballage d'alimentation, mais qu'on n'ait plus de gens pour les produire. Et là, on rejoint toute cette problématique qui est liée aussi à ça, qui est une problématique, effectivement, de continuer de développer sur les territoires des économies, de continuer à entretenir cette biodiversité sur les territoires, parce que ça, c'est stratégique. Et on ne mettra pas tout le monde dans les villes et toutes les usines le long de l'autoroute A6 ou A10. Et il y a une vraie prise de conscience. Donc, le progrès, oui. Et quand on nous parle de transition, moi, c'est ma réaction, on parle de transition environnementale, agricole, etc. N'oublions pas le mot transition. C'est tout ce qu'on dit, c'est de la temporalité. Et vous allez voir, moi je n'ai aucun doute, je pense que dans moins de 5 ans, on a 2 chances extraordinaires, c'est les jeunes et c'est les technologies. Et dans 5 ans ou 10 ans, on saura recycler toutes les formes d'emballage plastique, etc. Sauf qu'il faudra encore accepter de mettre l'emballage dans la bonne poubelle. Donc, il faut, enfin voilà, c'est une dynamique qui est effectivement, Eric l'a bien souligné dans ses propos, dans lequel le coût, la rentabilité, etc. Vous voyez, même des groupes extrêmement vertueux aujourd'hui se font aligner sur un certain nombre de sujets. On n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Donc, il faut arriver à concilier tout ça. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Je suis assez d'accord, si je puis me permettre. Il y a 3 personnes qui n'ont pas encore parlé. J'aimerais bien qu'elles puissent s'exprimer et puis après on relancera le débat. On a Guillaume, on a Philippe et on a Pierre qui n'ont pas parlé. L'un après l'autre. Et Séverine aussi. Et Séverine, pardon. Elle avait levé la main avant, Séverine. Oui. Alors, Séverine. D'accord. Alors, je vais parler sous 2 casquettes. La première, c'est en tant que consommatrice. Enfin, tout ce qui a été dit, je suis assez d'accord. Moi, je suis de la génération où on estime on est intermédiaire, on est en transition, on passe d'une génération par simplicité, on avait plein de choses. Et nous, on essaye de réduire le plastique à la maison parce que j'ai des enfants qui poussent et c'est vrai qu'on se pose les bonnes questions et on ne fera pas du jour au lendemain. Donc, c'est une transition. Pour moi, on est en transition complète et c'est les habitudes et tout ça. Et je rejoins tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a du plastique aussi un peu partout. Donc, faisons les objectifs déjà de savoir le recycler. La question qu'a dit Emmanuel souvent, c'est de savoir où mettre, dans quelle poubelle. Des fois, il y a des choses, je pense qu'on a encore à apprendre. Moi, j'en apprends encore tous les jours sur qu'est-ce que je mets dans la poubelle du recyclage. Je me pose la question encore tous les jours. Et la deuxième chose, c'était en casquette de ma fonction, c'est souligner aussi un exemple où au niveau de la filière agricole, en fait, on a créé depuis plus de 10 ans une filière du recyclage de tout ce qui est déchets agricoles aux exploitations. Il y a des choses qui peuvent marcher dans le recyclage et des choses comme ça à l'échelle. Donc, je voulais aussi souligner les choses aussi un peu positives de recyclage qui sont mises en place, qui existent déjà au niveau de la filière agricole. Merci beaucoup, Séverine. Philippe, tu prends la suite ? Oui, alors, je vais aller dans le même sens. Alors déjà, personnellement, on fait tout chez nous pour utiliser le moins de plastique, surtout le non recyclable. L'usage unique. Et je suis en révolution quand je vois mon journal qui arrive avec une enveloppe plastique, quand on voit des suremballages. Et ça, il faut absolument arriver à résoudre ce problème-là. Après, on est obligé d'en garder un petit peu, et Emmanuel l'a dit tout à l'heure, par rapport aux sanitaires. Et là, on a voulu faire marcher quelques restaurants pendant la Covid. Et bien, chaque fois qu'on achète un repas, c'est pareil, chaque plat est dans un plastique et pour faire réchauffer, etc. Donc, et pas recyclable, il est jetable et il est usage unique aussi. Donc, et on ne sait pas faire autrement. En ce moment, on n'a pas de produits alternatifs. Alors, j'espère qu'il y aura aussi des produits avec du végétal, avec de l'amidon, on arrive à faire des produits alternatifs. Alors, qui sont pas, alors après, il ne faut pas non plus qu'ils
qui se dissout trop vite, parce que sinon, on ne conservera pas non plus la matière. Et après, ça vient d'être dit, au niveau agricole, on est utilisateur, nous, pour produire. Et on est bien conscient qu'il faut qu'on réduise. Alors, tout ce qui est bâche sur les tunnels, pour avoir des légumes un peu plus précoces, c'est le goutte à goutte. Le goutte à goutte, vous savez, c'est pour mettre de l'eau au pied des plantes. Eh bien, ça, c'est en plastique. Il y a tout ce qui est bâchage au sol pour réchauffer le sol ou pour éviter de mettre du désherbant ou de dîner. Eh bien, on bâche le sol. Alors, il y a du biodégradable, mais ce n'est pas la même chose quand même. Donc, on attend aussi que nos fabricants, nos industriels nous produisent des produits pour produire encore compétitifs, parce que tout à l'heure, Emmanuel l'a dit, on va se mettre des charges parce qu'un produit biodégradable est 4 fois plus cher qu'un produit plastique. Et nos concurrents qui sont juste à côté de nous, même les pays, si l'Espagne ne va pas même à la même vitesse que nous, va nous vendre des produits qui seront beaucoup plus compétitifs que les nôtres. Et dans une période où le consommateur va chercher, si en ce moment, quand même, il y a au niveau monnaie, au niveau panier de la ménagère, ça va être de plus en plus tendu. Donc, on cherchera quand même le produit qui sera le moins cher, le produit agricole qui sera le moins cher au final, peu importe comment il a été produit et d'où il vient. Et c'est un souci. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que le principal, c'est qu'il y ait du choix. Alors, je m'adresse au GMS, je m'adresse aussi aux industriels, c'est qu'il y ait du choix et c'est bien le consommateur qui décidera au final. Si on lui propose sans plastique ou avec plastique. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Guillaume, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que moi, j'étais ravi de pouvoir intervenir, même si je suis loin d'être un spécialiste là-dessus. Moi, je suis paysan et donc mes deux précédents intervenants ont évoqué un petit peu un sujet intéressant. Là où je suis plus consommateur de plastique, c'est dans mon métier. Hein, donc là aussi, je me suis posé la question parce que je pense que ça a été écrit dans le chat, l'emballage plastique que l'on consomme dans les supermarchés, je pense que c'est la partie émergée de l'iceberg et il y a bien des plastiques qui nous entourent au quotidien. Moi, un détail où je ne vois pas trop l'alternative, où on a vraiment une utilité, c'est qu'on parle beaucoup de médecine en ce moment, quand on a des choses que l'on veut rendre de manière sans virus, sans rien. Donc, il y a des choses, c'est quand même assez pratique pour les protéger. Donc, en fait, le plastique, il est vraiment partout et ça va quand même être difficile de passer au zéro plastique et d'avoir des positions où on veut vraiment passer d'un état à un autre de manière brutale. C'est jamais les politiques les plus efficaces. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce que mes deux prédécesseurs ont évoqué, sur le recyclage dans le monde agricole. C'est là où je m'y connais un peu le plus. Donc, cette filière Adivalor qui a été évoquée, en fait, c'est ça, c'est de se dire le plastique, c'est surtout ce qui en est fait derrière et les conséquences derrière. Le plastique en lui-même, c'est peut-être pas vraiment le problème, et ça peut être aussi des solutions quand on parle de bioplastique qui peut avoir un bilan carbone intéressant. Et donc, je me suis intéressé, moi, à la filière agricole, et quand je vois qu'en 2020, on a recyclé 85 000 tonnes d'emballage issus des bidons de produits phyto, hein, de la pharmacie pour l'agriculture, mais aussi de tout ce qui est tuyaux d'irrigation, de tout ce qui est bâchage et tout ça, on les a recyclés à plus de 90%. C'est surtout de se dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une filière qui est organisée, qui est financée à la base et qui a des points de collecte faciles. Aujourd'hui, c'est valorisé, moi aussi, dans mes contrats. Si je ne certifie pas que j'ai recyclé mes déchets, eh ben, je perds des contrats auprès de mes clients et tout ça. Et donc, en fait, si tout le monde s'y met et que en fait, la notion de filière, on pousse tous ensemble, ben, on peut faire des choses et ces choses-là, ils sont plutôt efficaces et plutôt vertueuses. Donc ça, c'est ça qui est aussi intéressant, de se sentir tous concernés. Et si on est tous concernés, je pense qu'on arrivera à aller de l'avant et qu'on trouvera des alternatives beaucoup plus efficaces plutôt que de voir une sanction bêtement ou de se faire juste jeter la pierre en disant « Oh, tu consommes du plastique, t'es pas responsable, t'es pas écologiste et tout ça ». Et de réussir à bien sensibiliser, je pense que les filières de recyclage, ils le font bien. Moi, j'ai 3 enfants. À l'école, on leur parle de recyclage, de gestes de tri. Eux, ils ne se posent pas les questions de savoir dans quelle poubelle ça va. Hein. Pour eux, c'est naturel, ils y vont directement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Pierre, on à n'a ce pas sujet, entendu Florence, Pierre. Et puis, juste... je te donne la parole après, ouais, Simon, sur ça le va, chat. très bien. On donne la parole à Pierre qui n'a pas encore parlé et ensuite, on prend les réactions du chat. Oui, Pierre. Le plastique, le problème ne se pose pas en termes de suppression, mais en termes d'adaptation. Je vous ferai un parallèle, c'est un peu comme si on vous demandait de vous passer de votre téléphone, d'Internet, de votre télévision. Voilà. Vous allez tout de suite répondre non. Ben, le plastique, c'est un peu la même chose. C'est une évolution technologique, elle est là,
il faut faire avec et elle n'est pas prête de disparaître. Par contre, ce à quoi je crois et j'aspire, c'est une très forte adaptation et une évolution de ce plastique. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit de plus en plus recyclable. Et de ce point de vue-là, j'ai lu récemment un article assez intéressant sur la revue Que Choisir, où j'ai découvert, contrairement aux idées reçues qui sont véhiculées un peu à droite à gauche, que la filière de recyclage est loin d'être suffisamment performante. Des plastiques, il y en a des quantités, plus ou moins complexes. Et on se rend compte que l'imagination des services marketing n'a pas de limite. Par contre, les filières, la manière de traiter ces plastiques pour les recycler, elle en a. Et alors, on peut espérer qu'à terme, il y ait des ingénieurs et des chercheurs qui trouvent le moyen de recycler tous ces plastiques, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et les chiffres sont assez inquiétants actuellement. C'est qu'il y a plus de la moitié des plastiques dont on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas en tout cas les recycler. Alors, on sait les brûler pour faire de l'énergie, mais enfin, vous avouerez que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus noble. Donc, l'adaptation, l'évolution vers des plastiques de plus en plus recyclables est une chose. Un deuxième point sur lequel je veux insister et sur lequel on travaille beaucoup avec Carrefour, Bertrand Swiderski en est le témoin, c'est de trouver autre chose que le plastique. Et on se rend compte que dans l'alimentation, il y a des tas de cas où le plastique, c'est le consommateur lui-même qui fait de la résistance. Pourquoi fait-il de la résistance? Parce que les gens adorent voir les choses. Or, si vous mettez des emballages, je prends l'exemple des fraises, on parlait des fraises tout à l'heure, si vous mettez des petits fruits rouges sous emballage carton, ben vous allez voir, ça va râler sévère. Le consommateur va dire, moi je ne vois pas les fraises, je ne vois pas les ceci, les cela. Donc, vous voyez que d'un côté, il y a des gens qui sont prêts à dire, ah oui, le plastique, non, vraiment feu. Puis quand on leur dit, bon d'accord, on va vous emballer vos fraises dans des emballages carton, vous voyez un peu moins les fraises qu'avant, ben c'est non. Donc, vous voyez que voilà, là, il y a une incohérence dans le raisonnement de certains consommateurs qui voudraient bien, de bonne foi, faire des efforts sur la réduction des plastiques, mais quand on leur propose des solutions, ce que fait Carrefour et d'autres, on s'aperçoit que ça coince pas mal. Une petite réponse à Mathis, ne te leurre pas, ce qui a été fait il y a 100 ans ou 50 ans, c'est effectivement des choses auxquelles on peut être sensible, je suis d'accord avec toi, mais l'humanité n'est pas quelque chose qui recule, c'est quelque chose qui avance. Par contre, avancer dans le mauvais sens ou avancer d'une manière dangereuse, ça effectivement c'est un truc qu'il faut corriger. Mais il ne faut pas s'attendre, Mathis, à revenir en arrière sur des acquis technologiques et sur le fait que la société évolue. Il faut par contre la guider dans le bon sens. Et je crois que c'est ce qu'il y a à faire, plutôt que de dire on arrête certaines choses, ce qui, à mon avis, est mission impossible. Merci beaucoup, Pierre. Merci bien. Barbara et Alain ont demandé la parole. Alain, peut-être, et puis Barbara ensuite. Oui, bonjour à tous. Très intéressé par tout ce qui s'est dit là. Est-ce que l'on pourrait avoir quelque part des notions de poids global au niveau de la planète, puisqu'en fait, ce qui nous préoccupe, c'est la mer de déchets plastiques que l'on retrouve et on sera jugé sur le résultat à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait de parler d'emballage, c'est très intéressant, mais on est quand même tout petit. Est-ce qu'on pourrait connaître quels sont les producteurs de plastique, mais très clairement, quels sont les consommateurs de plastique au niveau de la grande distribution, et se poser des questions en s'attaquant, disons, aux plus gros gisements et en essayant de voir s'il y a des solutions de substitution. Parce que moi, je pense que le débat entre le verre et le plastique, je ne sais pas, je n'ai pas d'a priori, mais fermer le débat comme ça, comme l'a fait Emmanuel Vastex, moi, ça ne me correspond pas trop. Je préfère qu'on arrive à démontrer que le verre n'a pas sa place, alors que je pense qu'il peut avoir sa place. Peut-être pas de façon très importante, mais il peut prendre sa part de marché. Et voilà, donc c'est un petit peu ça, mais surtout toujours revenir au très gros gisement, parce qu'en fait, le résultat global de protection de la planète ne viendra pas, il viendra bien entendu de nos petits efforts, ça c'est clair, mais il viendra de changements qui viendront de l'industrie. C'est-à-dire, si Coca-Cola décidait de ne pas utiliser de plastique et de faire que de la bouteille en verre, c'est peut-être utopiste, mais ça changerait beaucoup de choses. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que François veut réagir par rapport aux gros pollueurs en termes de plastique?
Alors, déjà, effectivement, rappeler que la pollution, par exemple, dans les océans, quand on parle des microplastiques, moi, je pense qu'elle ne vient pas, ou peut-être pas encore, des emballages. Le plastique, on le retrouve principalement, le polyester, dans les vêtements. On lave nos vêtements tous les jours. Les microplastiques viennent principalement de là, à mon avis, d'après les études qu'on peut lire. Et la deuxième source de microplastiques, c'est l'usure des pneus, parce que tout ça, ça finit aussi dans les ruisseaux et puis dans la mer. Les emballages plastiques qu'on voit, ils sont très visibles, et on voit cet océan de plastique, enfin, en tout cas des photos qu'on nous en montre. Je ne l'ai pas vu, moi, de mes propres yeux, mais je pense que c'est vrai. Mais il n'est pas aussi important sur l'écosystème pour le moment. Peut-être qu'il le deviendra. Après, qui sont les plus gros pollueurs? Là aussi, on se fait très mal en France, parce que globalement, on recycle, c'est pas si mal que ça en France. Il ne faut pas non plus, depuis le temps qu'on s'y est mis, en si peu de temps, il y a assez peu d'emballages plastiques qui finissent vraiment dans la nature. Il y en a, mais le plus gros, il est soit dans la poubelle jaune, soit au pire dans la poubelle marron. Il part quand même au moins en centre d'incinération, et comme dans un centre d'incinération, il faut des calories, il n'est pas complètement perdu. Il est comme le papier, il va brûler. Donc, on n'est pas au maximum de ce qu'on peut faire, mais il ne faut pas non plus dire qu'on est nul en France. Par contre, on est face à une planète qui, globalement, les grands pays d'Asie et quelques pays en Afrique, qui n'ont aucun système, effectivement, de récupération des déchets. Et là, effectivement, le plus gros de la pollution, malheureusement, vient d'ici. Donc, même si nous, en France et même en Europe, on arrive à faire mieux, ce n'est pas nous qui déversons dans la mer les millions de tonnes de plastique d'emballage. Merci beaucoup, François. Barbara, elle a levé la main. Jules aussi. Barbara? Oui, donc alors, je ne suis pas spécialiste, je vais sûrement me tromper. Alors, qui est le plus gros consommateur de plastique? Je pense que ça doit être l'industrie automobile, tout bêtement, hein. Voilà, tout simplement. Maintenant, comme je disais, le plastique alimentaire, c'est une toute petite partie de l'iceberg du plastique qui est consommé dans le monde. C'est pas, là, je rejoins un petit peu ce que disait François, c'est pas forcément celui-là qu'on retrouve le plus dans la nature. Vous allez retrouver, je suis désolée, hein, vous allez retrouver des calandres de voitures, vous allez retrouver, comme je disais avant, des arrosoirs, des choses comme ça. Aujourd'hui, la question qui se pose, bien sûr, sur les emballages alimentaires, on n'arrivera jamais au zéro absolu. On l'a dit, il faut essayer de privilégier et il faut y arriver à d'avoir des plastiques alimentaires recyclables, indéfiniment si possible. Mais le plastique, là je rejoins totalement Guillaume, c'est un débat encore plus large que ça. Aujourd'hui, on veut une sécurité sanitaire partout. On veut du bio. Sauf que pour faire du bio, il faut aussi du film plastique. C'est une réalité, parce que c'est bien beau, hein, on ne reviendra pas 150 ans en arrière, c'est clair, on ne va pas tous retourner avec sa petite binette pour arracher les mauvaises herbes. À un moment donné, pour pouvoir produire bio, il faut aussi de la matière, et donc là, il faut peut-être s'attacher à produire des plastiques suffisamment résistants pour être utilisés, réutilisés 5 à 10 ans. Parce que vouloir faire du bioplastique, ça pour moi c'est un non-sens absolu. Vous ne pouvez pas mettre bio et plastique dans le même truc, ça ne marche pas ça. Mais vouloir produire du film dégradable, donc qui va se défaire, ça a aussi un coût, ça a aussi un impact carbone, ça a aussi plein de choses. Donc à un moment donné, on ne pourra pas, comme disait Pierre, on ne pourra pas supprimer le plastique de partout. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez d'informations vis-à-vis du citoyen. Des fois, les citoyens font du tri, mais il y en a encore beaucoup qui sont réfractaires parce que, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, etc. Et par contre, la filière agricole est vraiment, sur ce sujet-là, assez en pointe, sauf qu'il n'y a aucune communication. Et c'est ce que je voulais. J'aimerais bien vraiment qu'ils communiquent beaucoup plus là-dessus. Et notre chère présidente de la FNSEA, j'aimerais bien qu'elle prenne position là-dessus parce que ça pourrait servir d'exemple. Et une fois de plus, de montrer que tout part de ça, tout part toujours de l'alimentation et de l'agriculture. Et ils sont bons sur ça, qui nous le disent, qui nous expliquent comment ils font, comment ça marche. Ils entassent tout, c'est collecté, c'est trié, c'est valorisé, c'est recyclé. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Et c'est très intéressant, cette remarque. Simon, je crois qu'on a pas mal de réactions dans le chat.
tu voulais nous faire un retour? Oui, on a notamment une problématique qui revient assez souvent, c'est celle de l'éducation à l'alimentation, l'éducation des jeunes. Alors, il y a un paradoxe puisque c'est souvent les jeunes qui sont les lanceurs d'alerte, mais c'est aussi pour beaucoup, il y en a qui disent que voilà, ils n'ont pas une bonne éducation. Moi, j'ai Lucille qui dit: j'ai appris à cuisiner des légumes et des viandes ainsi que des gâteaux. Je ne consomme pas de plats tout prêts. Je ne trouve pas ça bon maintenant. Les jeunes ne savent pas cuisiner et pire, ils ne connaissent même plus les fruits et les légumes. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui savent cuisiner, qui ont cette conscience, mais je pense que c'est vraiment une notion importante qui n'a pas forcément été évoquée dans le débat, c'est que voilà, l'éducation des citoyens et des consommateurs qui, à mon avis, est très, très importante dans ce débat-là également. Merci beaucoup, Simon. Quelqu'un veut rebondir par rapport à Jules? Tu avais levé la main. Oui, mais alors moi, c'était plus pour la question de M. Vachon, parce qu'il posait des questions sur le niveau mondial. Donc, en gros, je vais donner un chiffre qui n'est pas super évocateur pour tout le monde. En fait, c'est 400 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année dans le monde. Et en fait, la consommation de plastique, elle continue de croître. Et en 2030, elle devrait atteindre 600 millions. Donc, on est quand même à plus de 50%. Et c'est 9 millions de tonnes qui sont relâchées dans les océans. Alors, 9 millions de tonnes, ça parle à peu de personnes, mais c'est le poids de 650 000 tours Eiffel, pour que ce soit un peu plus parlant. C'est 650 000 tours Eiffel qui sont rejetées dans les océans chaque année. Donc voilà. Après, on parlait des plus gros pollueurs, mais en fait, il faut savoir que le premier déchet plastique, déjà, c'est le mégot de cigarette. Ce n'est pas ce qu'on pense. C'est le mégot de cigarette avant tout. Et ensuite, les emballages alimentaires, c'est le numéro 4, après les bouteilles plastiques et après les microplastiques. Et ensuite vient l'industrie de la pêche. Et au niveau production de plastique, au niveau mondial, le gros, c'est même pas en fait l'emballage alimentaire, ça va être l'industrie du BTP. Merci beaucoup, Jules. Mathis, tu voulais reprendre la parole? Ouais, je voulais juste revenir sur l'éducation. Effectivement, donc en fait, je pense que c'est là, on en a beaucoup parlé de la sensibilisation des citoyens, justement, qui ne savaient peut-être pas forcément faire le tri. Et je pense que c'est aussi là que se trouve une des solutions. Donc déjà, d'une part, qu'on arrête de… Enfin, comme souvent, le marketing, c'est une forme de déséducation, on va dire. Enfin, on pousse les gens à consommer vers du plastique. Enfin, pendant longtemps, c'était ça. Donc déjà, arrêter de pousser vers ça. Et puis aussi, éduquer les gens. Donc, en tant que jeunes, nous, on le sait, on n'est pratiquement pas éduqués à ces sujets. Souvent, du coup, ce sont nous l'éducation qu'on a par rapport à tous ces sujets, c'est celle que nos parents nous ont donnée. Donc forcément, quand il n'y a pas eu de vraie éducation à tous ces enjeux au début, ça se répercute à chaque fois sur la génération d'après. Et c'est un des points les plus importants, que ce soit sur l'alimentation, sur tous les sujets, c'est vraiment l'éducation. Et je vous invite à suivre un peu les prochaines semaines dans les journaux. Donc moi, je fais partie du mouvement de la jeunesse pour le climat. Et donc, ce qu'on va demander prochainement, c'est vraiment que tous les jeunes soient formés, soient éduqués en fait au collège et au lycée, que tout le monde puisse être éduqué à tous ces enjeux environnementaux. Et donc, j'espère qu'on y arrivera, et que comme c'est vraiment une nécessité, que d'un côté les jeunes qui sont les citoyens de demain soient éduqués, et que aussi le reste de la population soit éduquée. Merci beaucoup, Mathis. On arrive presque au terme de notre débat. J'aurais envie de demander à ce qu'il y ait un citoyen et un acteur économique qui prennent la parole pour nous dire ce qu'ils ont retiré ou ce que leur a apporté cette discussion. Est-ce qu'il y a des volontaires, un citoyen, un acteur économique? Qu'est-ce que vous a apporté cette discussion sur le plastique et sur les emballages? Moi, je veux bien commencer, si tu veux, Florence. C'est gentil. Moi, je dirais que… Alors, tout d'abord, je suis assez d'accord par rapport à ce que disait M. Vachon. Loin de moi le propos de dire aujourd'hui la bouteille verte n'est pas une solution. Moi, je ne crois pas dans la monosolution. Moi, je pense que la solution, c'est un patchwork de solutions, et il faut s'adapter, il faut chercher, il faut trouver, et c'est dans effectivement la diversité des solutions qu'on trouvera la meilleure des voies au travers de ça. Moi, je pense que j'ai deux avis. D'abord, je crois que il y a des chiffres qui ont été donnés. Je suis assez admiratif d'entendre ce que Jules a dit, etc. Parce qu'il y a des chiffres que je ne connaissais pas. Et donc ça, c'est très intéressant. Et je pense que ça dénote la nécessité, d'une part, de vraiment scientifiquement d'avoir une véritable vision sur ce qui se passe pour pouvoir effectivement lutter efficacement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là je suis un fan, c'est
c'est le point de l'éducation, qu'elle soit alimentaire, plastique, de la consommation, de nos comportements, de nos postures, etc. Je pense que là, il y a un travail colossal. On est en train de rendre bêtes les citoyens et au contraire, ce qu'il faut, c'est les éduquer. C'est comme ça, effectivement, qu'on sortira. Et puis ensuite, quelque chose de très positif. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir parce que je trouve que les réactions par rapport à des fois ce que je peux entendre d'un côté comme de l'autre sur une forme de radicalisation totale en disant des deux côtés, eh bien là, en fait, finalement, j'ai entendu des gens qui essayaient de trouver des solutions, qui défendaient bien sûr leurs idées et leurs visions avec conviction, mais qui essayent ensemble de trouver des solutions. Et je pense que la vérité, elle est là. C'est-à-dire que c'est dans le collectif et le collaboratif qu'on trouvera la bonne voie. Et tout à l'heure, on parlait de coûts, Eric revenait souvent, mais je peux vous garantir que c'est des sommes colossales qui, à titre individuel, peuvent être investies par les gens là-dessus. Et des fois, c'est lourd à porter parce qu'on met le pied à cette période actuellement. C'est une période d'incertitude. Quand en 2040, vous conditionnez des produits alimentaires, du lait, et qu'on vous dit par la single-use plastique, on ne sait pas si vous pourrez encore avoir le droit de conditionner ces produits. Rendez-vous compte, c'est colossal. Et derrière, il y a des emplois, il y a des gens, il y a des responsabilités qui sont énormes. Donc moi, ça me donne de l'espoir parce que justement, il y a ce collectif et ce collaboratif de me battre pour effectivement, petit à petit, trouver des solutions. Et il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes solutions. Il y a simplement des voies qui sont à suivre et qui permettent de construire. Merci beaucoup, Emmanuel. Lucille voulait intervenir pour la conclusion aussi, du côté des acteurs économiques. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir représenter toute la distribution, mais je vais essayer d'être représentative. Bon, déjà, je pense que tout le débat était très intéressant parce qu'effectivement, on a pu entendre chaque pan de cette grande chaîne d'approvisionnement et de consommation. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué dans cet échange, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la question, c'est tout bête, mais elle n'est pas simple. Elle n'est vraiment pas simple. On voit que on a parlé de diminution, de suppression, on a parlé d'information au niveau du consommateur, on a surtout parlé aussi de sécurité des aliments, de garantir une qualité des aliments pour les consommateurs, de garantir une sécurité alimentaire. On parle beaucoup du Covid-19, de tout le côté sanitaire. Ça, c'est une chose très importante à prendre en compte. On a parlé du recyclage. Et en fait, pour moi, le message le plus important là-dedans, c'est de se dire que, voilà, c'est pas simple. Et en fait, on ne peut pas répondre à un problème en agissant simplement sur l'information du consommateur, en agissant simplement sur l'innovation, sur la technologie, sur le recyclage. Non, c'est pas possible. Donc, je suis très enthousiaste par cette prise de conscience. Je pense que chacun a son rôle à jouer et en fait qu'on a tous un rôle à jouer, autant les consommateurs, les distributeurs que les agriculteurs qui produisent les aliments. Et je pense que ça, c'est le message le plus important à passer. C'est qu'aujourd'hui, on est tous en marche, on se rend tous compte du rôle à jouer qu'on a chacun de notre côté. Et il faut se rendre compte que voilà, c'est pas simple, que quand on parle d'une chose, il y a forcément des impacts derrière. Derrière une filière de recyclage, il y a des hommes, il y a des femmes. Derrière une filière alimentaire, il y a des emballeurs, il y a des producteurs et il y a des consommateurs aussi. Merci beaucoup, Lucille. Très belle conclusion. Merci bien. Du côté des citoyens, qui est-ce qui veut s'y coller? Je veux Pierre? Pierre, vas-y. Une petite contribution. Je partage une certaine forme d'optimisme de certains d'entre vous, parce que je me rends compte, là, au travers des gens qui sont présents ce soir, il y a une prise de conscience générale, et aussi bien du consommateur que de la grande distribution, mais aussi, ce qui me fait très plaisir, de gens qui fabriquent les plastiques. Et que tous ces acteurs-là prennent conscience effectivement qu'il y a un problème, comme ça vient d'être dit à l'instant, c'est pas simple. Il faut que tout le monde s'y mette. Les solutions ne sont pas évidentes. Il y a un travail de titan, mais au moins, cette prise de conscience est extrêmement importante. On parlait tout à l'heure d'éducation en général. Il y a aussi l'éducation du consommateur. On a beau avoir un certain âge, comme moi, 62 ans, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas retourner à l'école, entre guillemets. C'est-à-dire l'école de quoi? L'école de la consommation. De prendre en considération tout un tas de paramètres, tout un tas de choses dont les consommateurs souhaitent voir mises en place,
et qu'ils réapprennent à consommer, non plus comme c'était dans le temps, parce que, bon, voilà, il y a des tas de choses, c'est le passé, maintenant on va vers l'avenir, mais qu'on s'inspire un petit peu de ce qui a pu être fait, de s'en servir pour l'avenir. Et ce mécanisme-là, je ne le vois qu'en collaboration, tout cas en tant que moi consommateur, je ne le vois qu'en collaboration étroite avec la grande distribution. Il y a un type ici là, qui s'appelle Bertrand Swiderski qui a fait quelque chose auquel je crois énormément. C'est de pouvoir mettre en relation des gens comme lui, à la RSE, à un niveau suffisamment élevé, et de dire aux consommateurs, moi j'ai besoin de vous entendre. Au final, c'est vous qui achetez nos produits. Nous, on les conçoit d'une certaine manière. On a besoin de savoir comment vous appréhendez ces produits. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Où est-ce que vous voyez les améliorations? Cette collaboration-là, à mon avis, elle est pour moi essentielle parce que c'est comme ça que la grande distribution pourra prendre conscience. J'entendais tout à l'heure des choses tout à fait intéressantes chez Lidl. Donc, ça prouve bien effectivement que ce contact grande distribution consommateur permet de faire avancer les choses. Alors, chacun fait ce qu'il peut dans son coin. Bertrand est, par exemple, limité à des contraintes. Nous, on est parfois un peu utopique, mais il y a toujours des points de convergence. Il y a toujours des trucs pour lesquels on dit « Est-ce que vous pouvez faire ça ?» Et la grande distribution dit « Oui, effectivement, on va tenter de le faire et on le fait et ça marche. » Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci bien. Merci beaucoup. On donne la parole à Jules qui représente à la fois le citoyen et finalement un peu l'acteur économique pour terminer. Et puis ensuite, je vous ferai juste participer à un petit sondage et on aura terminé cette réunion dans les temps, dans les horaires que je vous avais annoncés au départ. Jules. Non, mais je partage totalement ce qui a été dit précédemment. C'est sûr qu'il ne faut pas être radical parce que même nous, en tant que citoyens et avec un mouvement zéro plastique, voilà, quand je dis zéro plastique, c'est le plastique à usage unique. On a envie de travailler avec la grande distribution et les marques parce que si on ne le fait pas ensemble, de toute façon, on n'avancera pas. Et la grande distribution elle-même, elle sera très fière de revendiquer qu'elle a fait une action qui tend vers le zéro plastique. Et après, c'est sûr que nous, on va redire et remarteler ce message, c'est que le meilleur déchet plastique, en fait, c'est celui qu'on ne produit pas et qu'on ne consomme pas. Et en fait, c'est le déchet qu'on ne va pas produire parce qu'on parlait de verre, mais en fait, si on ne le produit pas, c'est encore mieux. Alors, parfois, la solution sera le verre. Parfois, il faudra garder du plastique. Pour nos avions, pour nos voitures, on va garder du plastique. Ça les rend plus légers. Mais on parle du plastique à usage unique. Et là, le constat de tout le monde, c'est qu'on utilise trop de plastique. Et aujourd'hui, on continue d'en utiliser toujours plus. Mais maintenant qu'on a tous la prise de conscience, c'est comment on va pouvoir réduire notre consommation de plastique au niveau mondial. Merci beaucoup, Jules, pour cette belle conclusion. Je vous propose un petit sondage pour terminer. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est le suivant. Voilà. Est-ce que cet échange a fait progresser votre connaissance de la question et est-ce qu'il vous donne envie de changer vos pratiques ? Donc, les résultats sont éloquents. On est content de nous. On peut être content d'avoir passé cette heure et demie tous ensemble, puisque finalement, on a progressé dans notre connaissance et surtout, on a envie de changer nos pratiques. Eh bien, écoutez, un grand merci. Je vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous des Aliments engagés. Le prochain aura lieu le 18 mars à 18 h et sera un petit peu plus technique. Ce sera sur la PAC. Est-ce que la PAC est un frein ou un accélérateur à la transition agricole? Ensuite, le 22 avril, on se retrouvera pour définir les frontières du local. Qu'est-ce qu'on appelle manger local? Est-ce que c'est manger dans sa commune, manger dans son département, dans sa région, en France, en Europe? Où s'arrête le local? Le 20 mai, on parlera du bien-être animal. Et puis, on a encore plein de sujets en réserve pour juin, juillet, septembre. Donc, à bientôt. Merci beaucoup pour tous ces échanges et merci d'avoir pris le temps d'être là avec nous.
Le replay sera disponible sur notre site internet à partir de demain. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à Merci tous, au beaucoup. revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir à tous.